2013, Marc Demers devient maire de Laval et par le fait même le symbole de la lutte contre la corruption dans le monde municipal. Ancien enquêteur aux crimes majeurs, il a su rétablir l'ordre et la confiance à Laval au cours de ses 2 mandats. Reconnu comme chef historique du mouvement lavallois, il a laissé une marque pérenne en créant un équilibre entre la protection de l'environnement et le développement économique sur le territoire. Cette transformation s'est réalisée selon une approche transparente, axée sur la planification et l'implication citoyenne. Au final, Marc Demers aura passé 38 années de sa vie au service de ses concitoyens. Lorsqu'on survole son parcours, on comprend que ce besoin d'aider le monde a pris racine tôt dans sa vie. Alors, je suis arrivé à Laval en 1967, adolescent. J'ai été à l'école Saint-Maxime en premier. J'ai fait mon secondaire 4 là, et par la suite, le secondaire 5 au Mont-la-Salle. Puis, j'ai commencé sur le marché du travail à Laval-Ouest, dans une station SO. Je travaillais de nuit. Et puis, à un moment donné, je suis arrivé à Sainte-Rose, dans une résidence qu'on avait temporaire. Et puis, ma mère parlait avec un policier qui venait de terminer son quart de travail, M. Normand Mallette. Ma mère et Normand Mallette m'ont dit « La ville cherche des policiers ». Normand avait dit une phrase qui m'a frappé. Il dit « Dans la police, c'est formidable comme travail parce que tu as le sentiment d'aider le monde puis venir en aide aux gens qui sont dans le besoin ou souvent qui ont des malheurs. » Et ça m'avait motivé à aller appliquer. Et puis là, il y a des gens qui m'ont dit, après 1 an et demi, tu devrais te présenter au syndicat. Et là, je suis devenu premier vice-président de la fraternité et j'ai été représentant syndical pendant 10 ans de temps. Alors, on a des enjeux au niveau du fonds de pension, au niveau du service d'assurance et ça a été des grandes expériences au niveau de la négociation, au niveau des communications aussi. Et la Fédération des policiers municipaux du Québec m'a donné des contrats pour négocier des conventions collectives de d'autres services de police à titre d'assesseur. Pour moi, ça a été une belle école, une occasion de voir d'autres dimensions, ces négociations, ces relations de travail et d'autres enjeux de d'autres municipalités. J'ai travaillé entre-temps à l'aide à la jeunesse. J'avais parti d'une compagnie de loisirs qui s'appelait Loisirs Jeunesse Animex. On a parti cette compagnie-là qui était le concept d'un camp de vacances en ville les fins de semaine. Puis moi, j'intégrais à ces camps de vacances-là gratuitement les jeunes que j'interpellais à titre de policier. Et à cause de ça, à un moment donné, il y a un monsieur qui était le directeur du service des sports, M. Arthur Lessard, me convoqua à son bureau. Alors, je suis allé, puis il m'a demandé si j'étais prête à m'impliquer au niveau du comité directeur pour la mission Laval, les Jeux du Québec. J'ai couvert beaucoup de cas de décès là, tout le long de ma carrière. Et ce qui a été marquant, c'est que les Hells Angels, il y avait la guerre des motards. On a préparé une opération qui s'appelait Printemps 2001. Alors, il y a eu plus de 240 Hells Angels arrêtés en même temps et il y en a qui étaient arrêtés pour le trafic de drogue, d'autres pour fraude et autres délits, et 43 qui étaient arrêtés pour meurtre. Alors, on travaillait avec, évidemment, la Sûreté du Québec, la GRC, Police de Montréal, Laval. Et puis moi, je faisais partie du comité qui s'occupait des arrestations pour ceux pour meurtre. Alors, les procédures qu'on était à poursuivre, comment chaque arrestation était pour être exécutée, et de plus, les salles d'interrogatoire, comment on interrogerait ces personnes-là. Et ça a été un grand succès. Dans un autre domaine, c'est l'effondrement du viaduc Souvenir. On a saisi plus de 60 000 documents qui mettaient en évidence une grande négligence. Ça regardait, l'administration municipale, mais aussi certaines compagnies.
Je peux dire que sur le plan policier, on a fait un très, très bon travail. À un point tel qu'il est arrivé un autre effondrement de viaduc quelques années plus tard sur la Concorde. Et quand, aux États-Unis, il est arrivé un effondrement de viaduc, ils ont demandé à ce que des policiers de Laval aillent partager leur expérience avec les policiers là-bas qui devaient faire l'enquête. Il y a eu 3 fois où j'ai été, par le concours de circonstances, appelé à faire des enquêtes. 2 fois, ça concernait les hautes sphères de l'administration municipale. Une fois dans les années 70, après avoir fait un examen sommaire des éléments de preuve et certaines vérifications, j'ai présenté ça à M. Jules Charbonneau, directeur des enquêtes, le nouveau directeur des enquêtes de la police de Laval, qui était un policier de Montréal. Et puis M. Charbonneau me dit « Rencontre la Sûreté du Québec, c'est important, on ne peut pas laisser lettre morte, ces aspects-là, et eux vont faire enquête. » En 1981, alors que j'enquêtais des éléments de fraude à une caisse d'économie à Laval, par hasard, je suis tombé sur des éléments de preuve qui m'ont emmené ailleurs et effectivement, c'était une autre enquête majeure sur certaines autorités de l'administration municipale. Il est arrivé une 3e enquête, mais là, ça visait mes patrons au service de police. Ce qu'il faut retenir, c'est que la plupart de ces événements-là ont amené une publicité négative pour Laval, pour l'image de Laval. Et les premiers à en subir les conséquences étaient souvent les employés. C'est un sentiment que j'avais connu à l'origine quand je suis rentré dans la police, un constat que j'ai fait avec les policiers, mais que par les années plus tard, que j'ai vu un peu partout, chez Col Blanc, chez Col Bleu, chez Pompiers. Et pour moi, ça a été marquant. J'étais la personne formée pour être responsable de l'équipe d'enquêteurs pour des négociations avec des personnes suicidaires. Et souvent, on ne sait même pas le nom de la personne à qui on parle au téléphone ou ailleurs. Puis, il faut l'amener à éviter de poser un geste fatal pour régler des fois un état d'âme ou des problèmes qui peuvent être temporaires ou des prises d'otages. Alors, c'est des enseignements sur des comportements puis des techniques de négociation avec ce que j'avais vécu ailleurs, qui m'ont servi toute ma vie. Au service de police, il faut apprendre à gérer ses émotions. Je disais toujours aux policiers qui venaient travailler pour moi que tu vas te faire juger, tu as une notion de rendre compte à tes patrons, mais au procureur de la Couronne, il faut le convaincre de porter des accusations ou non. Après ça, à la cour, et que tu vas être taraudé, contre-interrogé par l'avocat de la défense ou les avocats de la défense, et les journalistes vont s'alimenter de ça. Dans ces dossiers-là, tu ne peux pas répliquer sur la place publique parce que tu mettras en péril ton procès au criminel qui est ton mandat. Alors, tu es obligé d'absorber un petit peu ces controverses-là, cette pression-là, ces émotions-là. Puis souvent, les gens me disaient, « Bien, Marc, pour travailler au crime majeur, ça prend des gens qui sont résistants au niveau des émotions, pas trop sensibles. » Je disais, « Non, 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 ça me prend quelqu'un qui a une grande sensibilité, mais qui est capable de gérer. Parce qu'avec ta grande sensibilité, tu vas voir des choses que quelqu'un qui est insensible ne verra pas. » C'est un processus de prise de décision qui est important. Et j'amenais tout le temps à l'équipe dire « Je dois prendre une décision sur tel dossier. Qu'est-ce que vous en pensez? » Et j'avais le réflexe, si je voulais avoir le dernier mot, une recette infaillible, je parlais le dernier.
Et là, souvent, les différents points de vue m'amenaient à considérer des choses que je n'avais pas pensées. Je pouvais changer d'idée 5-6 fois sans que personne s'en rende compte. Et quand j'amenais une idée, un concept à mes patrons pour le vendre, bien souvent, on me dit, bon, c'est bien, les gars vont te suivre jusqu'en enfer, toi, tu as un leadership incroyable. Je lui disais, bien, c'est peut-être parce que c'est pas mon idée que j'impose, c'est peut-être parce que les gars ont l'impression que je m'en vais défendre leur idée. Et ça, je pense, c'est des principes importants. C'est des choses qui m'ont resté et que je pense que j'ai amené à l'hôtel de ville. On m'a toujours dit que j'étais quelqu'un d'excessivement calme. Alors, je devais, dans des situations de conflit où les émotions montent, trouver une façon d'être contagieux. Et je disais souvent aux gens, personne n'a le droit de paniquer avant moi. Puis s'il y a de la chaleur, je vais la prendre. Et ça permet, je pense, aux gens d'aller au bout de leur talent, au bout des efforts qu'ils ont à faire, puis d'avoir une certaine sécurité et à l'équipe de mieux performer pour protéger ou bien servir notre population. Et ça, c'est quelque chose qui m'a suivi tout le temps, qui pour moi est un ingrédient précieux pour aller chercher le meilleur de ce que nos collègues ont à offrir. En 2009, les représentants du mouvement Lavallois m'interpellent, me rencontrent et m'expliquent qu'il y a des situations assez particulières à l'Hôtel de Ville, dont j'étais au courant pour avoir vécu 30 ans comme employé à Ville de Laval. Ils voulaient que je me présente à la mairie, je leur dis non. Et ils m'ont redemandé une autre fois. Et là, j'ai dit, je vais vous aider. Et à un moment donné, j'ai monté un dossier, je leur ai dit, bien, allez porter ça, rencontrez les enquêteurs de l'UPAC et donnez-leur ça. Et si vous demandez, vous avez pris ça, vous donnerez mon nom. Et finalement, en 2012, le mouvement Lavallois a récidivé et m'a demandé de me présenter avec eux à la mairie une troisième fois. Et puisqu'il y a certaines enquêtes dans le courant de ma carrière que j'avais faites et que je savais que des crimes avaient été commis et qu'il n'y avait pas eu de conclusion à ces enquêtes-là, j'ai dit, je vais m'impliquer. Mais on va essayer de trouver le ou la meilleure candidate pour la mairie. Et on n'annoncera pas que je serai maire. Et puis, j'ai demandé à tout le monde de s'impliquer pour trouver des candidatures. On a fait certaines entrevues, mais on ne trouvait pas personne voulu. En 2013, vers le mois de mai, j'ai dit, OK, je vais me présenter à la mairie et on a préparé ça. Et c'est là que j'ai décidé d'embarquer. À l'époque, il y avait eu 9 candidats à la mairie. Alors, on n'était pas sûr de gagner, là. J'ai recruté des gens d'expérience pour nous aider. M. Gardner, qui est devenu d'ailleurs chef de cabinet après l'élection. Et on a gagné avec 42 % du vote. Mais quand tu penses qu'il y a 9 candidats, si on avait été 4-5, ça aurait été plus que 50 % du vote, probablement. Il y avait 2 questions que je me posais avant de prendre la décision. Une, c'est que c'est l'équipe qui me choisit et je connais pas les compétences et surtout les aspirations de chaque membre de l'équipe. Tout ce que je savais de l'équipe, c'est qu'aucun n'avait une expérience en administration publique ou municipale. Mais ça me semblait des gens de bonne volonté et honnêtes, et puis on les a tous soumis à un processus de vérification. Puis ça, ben, mon expérience de police me servait bien. Et l'autre point qui me fatiguait, puis là, ben, c'est peut-être un peu particulier, c'est que je regardais les gens que j'avais fait condamner pour meurtre, pour agression sexuelle. Puis là, ça me passait dans la tête, lui, il est dû sortir lui, tout ça. Puis là, tu veux réellement, Marc, mettre ta photo sur les poteaux avec l'adresse de ton local électoral s'ils veulent venir te voir.
Fait que finalement, j'ai dit, pour faire ça, il faut être un peu téméraire, peut-être un peu inconscient, puis heureusement, j'ai beaucoup des deux, fait qu'on va y aller, tu sais. Là, il fallait trouver un slogan. Évidemment, à ce moment-là, la ville était mise sous tutelle. M. Vaillancourt, finalement, faisait l'objet de l'accusation. Et encore là, tout ce qu'il y avait dans les journaux, c'était de la publicité négative pour Laval. Le slogan, après mûre réflexion, on pensait que dans l'esprit collectif, ça pourrait marquer, c'était mettre fin au désordre. C'est pas juste le désordre au niveau de l'éthique, au niveau de l'honnêteté. C'est réellement plus large que ça. C'est au niveau de la planification, c'est au niveau de la transparence, c'est au niveau de l'implication des gens qui payent pour le service et qui bénéficient du service. Pour moi, une ville, c'est un peu comme une compagnie où les actionnaires sont les citoyens, puis où les clients sont les citoyens. Alors, les citoyens doivent être partie à toutes les décisions d'orientation. Si on gagne la confiance des employés, ils le désirent, le changement. Il y en a plusieurs qui ont honte de dire qu'ils travaillent à Laval, puis je l'ai vu de l'intérieur, puis j'en ai été un. Alors, ils vont vouloir le changement, mais tu t'accordes pas des changements si tu n'as pas confiance. Dans les gens qui occupaient des hautes fonctions à la ville, je n'ai pas congédié personne. Mais il y a eu beaucoup de départs. Je voulais que les employés se sentent à l'aise de m'approcher, de me parler, la même chose, donner l'exemple aux élus de notre équipe. Je pense que j'ai été déjeuner 3 fois dans des casernes de pompiers. Je suis arrivé à l'improviste dans des lieux de travail avec ma sandwich pour dîner ou manger avec les gens. Les tuteurs, ma position a été d'essayer de les maintenir en place. Parce qu'ils maîtrisaient certains dossiers qui ont vu évoluer depuis quelques mois avant moi. Et je voulais être sûr, si j'avais besoin de ressources, de conseils ou d'orientation qui puissent être disponibles. Et dans la première semaine, j'étais conscient que les tuteurs étaient pour partir. J'ai été approché par la direction du SEC qui ont comme technique de travail d'essayer de placer des gens qui font un stage à différents endroits pour observer les façons de construire une administration, puis de gérer des situations. Puis eux, évidemment, ils enseignent ça après. Puis bon, c'était peut-être la deuxième décision, tant qu'à moi, stratégique que j'ai prise. Ils voulaient envoyer quelqu'un observer ce qu'on était pour faire pendant une centaine de journées. Puis il s'agissait d'y donner accès, puis j'y ai dit non. J'ai dit, ma contre-offre, c'est qu'on va vous engager. On signe un contrat. Et pour moi, ça mettait des ressources et une équipe qui pouvait aussi conseiller la nouvelle administration. Et ça nous a permis d'innover à plusieurs niveaux sur le plan administratif. Et aujourd'hui, Laval, ce qui s'est passé est enseigné par la HEC dans plusieurs cours au niveau d'exemples à suivre. Je voulais qu'on se donne un plan de développement et ça devait passer par des consultations citoyennes. Ça revient un petit peu à dire, va chercher l'idée d'un peu tout le monde, puis après ça, fixe ton tracé et tu vas éviter bien des erreurs. Pour faire ça, il y avait des outils qu'on devait se donner à l'interne, au niveau des communications publiques, notre système, puis tout ça. Mais il était essentiel qu'on se donne une vision stratégique et que la population soit partie à la décision. Qu'on se donne un schéma d'aménagement, que la population soit partie à la décision. Et on faisait
plusieurs consultations dans différents coins de la ville et j'allais régulièrement faire un mot d'introduction. Et par la suite, c'est notre équipe de communication avec des experts qui passaient 3-4 heures avec les citoyens là, pour recueillir et entendre leurs préoccupations, leurs idées et leur vision de ce que l'avenir devrait être et ce qu'on veut laisser à nos enfants et aux générations futures. Et le troisième chapitre, c'est une fois que tu as le schéma d'aménagement. Le schéma d'aménagement, c'est comme regarder Ville de Laval du haut d'un avion puis de voir les grandes lignes. Une fois que tu as ça, là, tu changes tes règlements de zonage qui étaient désuets, archaïques, et pour l'appliquer. Tout ce travail-là, cette réflexion-là, c'est environ 6-7 ans de travail pour nos équipes. Pour que les citoyens puissent bien comprendre la situation, on devait, d'un autre côté, se donner des moyens de transparence. On a participé avec le gouvernement aux données ouvertes. Donc, nos services rendent disponibles tous les chercheurs d'université, toutes des données sur un paquet de choses qui se passent à Laval. Et ça, bien évidemment, c'est un geste de transparence. Le troisième geste de transparence qui est important, c'est les assemblées du conseil en vidéoconférence disponibles pour n'importe quel citoyen. Moi, ma formation de policier et d'enquêteur me permettait de croire qu'on aurait du succès à récupérer des sommes d'argent. Alors, j'ai annoncé notre détermination à récupérer des sommes d'argent volées et on a mis de la pression pour se donner les outils pour faire ça. On a récupéré environ 10 millions de M. Vaillancourt. Et pour moi, c'est pas juste l'argent qui est récupéré qui est important, c'est le signal que tu envoies à toutes les personnes, toutes les compagnies qui vont faire affaire avec Ville de Laval, la récréation est finie. Et on voulait venir en aide aux enfants dans le besoin à Ville de Laval. Alors, on a pris ces 10 millions-là, on l'a placé dans le déficit du fonds de pension des employés de Ville de Laval, qui, lui, est requis de rapporter 6 % par année. On baissait le déficit. Et ce 6 %-là, c'est 600 000 $ qui étaient dédiés pour le bien-être des enfants, notamment des écoles, le petit déjeuner, des activités culturelles, des activités sportives, des choses comme ça. On a créé un comité indépendant qui fait la sélection, qui gère ça, qui est apolitique. Et ça, pour moi, c'était une façon de... les gens qui vont suivre l'histoire vont dire, bien écoutez, là, il faut plus aller là. OK? Et on a récupéré aujourd'hui plus de 50 millions. Parmi les richesses naturelles qu'il y a à Laval, l'environnement est une des richesses formidables. Il est important pour nous de bien identifier ça. Alors, on a demandé à nos équipes d'identifier les milieux naturels d'intérêt qui dépassaient de beaucoup notre capacité à payer, mais d'établir une liste de priorités, ce qui veut dire les boisés à faire l'acquisition, les berges à faire l'acquisition, les milieux humides et évidemment les terres agricoles. Pour moi et l'ensemble de l'équipe, ça c'est une valeur sûre, c'est une richesse qu'on doit préserver pour la qualité de vie de nos citoyens. Alors juste ces acquisitions, en 8 ans, on a dépensé plus de 80 millions. Quand on a fait l'analyse durant la campagne électorale de ce que les désirs des citoyens et qui pourraient accrocher les citoyens à voter pour nous, les bibliothèques, il y avait plus de 3 millions de prêts dans les bibliothèques. Il y avait des heures réduites, des locaux qui n'avaient pas eu l'entretien qui méritaient et d'autres enjeux. Alors, nous, on a
promis de mettre plus d'heures de disponibilité par semaine, donc c'est un investissement supplémentaire, et de rénover plusieurs bibliothèques et un projet de grande bibliothèque. Alors, ça, au niveau de la culture, je pense que c'était un point marquant et on a réussi à avancer dans le dossier d'une façon assez claire. On a réussi à travailler avec les gens de la culture pour aller chercher des subventions récurrentes de la part des autres paliers de gouvernement. On a réussi pour le musée Armand Frappier d'aller chercher un premier 3 millions du gouvernement fédéral et un autre million par la suite. Puis, on a construit un musée pour Armand Frappier à côté du Cosmodome. Là, tu vas avoir un musée qui va alimenter l'autre, qui va alimenter aussi le centre aquatique et le concept du musée Armand Frappier, l'infiniment petit, nos vies, évidemment, avec la COVID, on sait l'importance de tout ça, et le Cosmodome, l'infiniment grand. Malgré qu'on tente de planifier et de prévoir tout ce qui peut arriver avec le temps, parce qu'à notre arrivée à l'Hôtel de Ville, on a eu énormément de surprises qu'on n'avait pas anticipées, mais même après un certain nombre d'années à l'Hôtel de Ville, on a eu des surprises. En 2017, on a eu une inondation qui est souhaitée d'arriver aux 100 ans. Et personne ne l'avait prévu. Pour travailler cette inondation-là, on a changé les façons de faire. J'avais des avis très partagés et des gens m'ont dit que c'était un gros risque qu'on ne devrait peut-être pas prendre. C'était de faire une assemblée d'informations pour nos citoyens. On avait des disponibilités non seulement pour donner de l'information aux citoyens, ces ressources qu'ils ont, ces programmes gouvernementaux, mais aussi une équipe juridique qui était là pour conseiller les citoyens qui voulaient, selon leur cas, puis tout ça. Finalement, oui, il y a eu des émotions dans la salle, il y a eu peut-être 4-5 comportements plus ou moins correct, mais dans l'ensemble, ça a bien été. Et à ma grande surprise, on a reçu un titre, un prix du Barreau du Québec sur la façon qu'on a géré les inondations en 2017 à Ville-de-Laval. C'était non sollicité, c'était une agréable surprise. Et évidemment, inondation, on s'entend, je me disais, la prochaine va m'en sauver. En 2019, on a eu une inondation, puis là, on m'a dit c'est aux 300 ans qu'elle arrive. Alors, ça ne contredit pas la théorie du 100 ans, ou presque, en tout cas, on était pris avec. On a encore améliorer nos façons de faire, puis aider nos citoyens. Et je pense que quand on regardait les nouvelles, les citoyens de Laval réalisaient qu'il y avait eu un service au-delà de ce qui se réalisait dans les autres villes. Avant de décider de me présenter pour le deuxième mandat, je voulais être sûr de livrer la marchandise, puis savoir à quel prix. Donc, j'ai décidé d'aller passer un examen médical annuel que je n'avais pas fait depuis 5 ans ou 6 ans. Alors, après 2 biopsies, 2 prises de sang, puis un nombre incalculable de rencontres, on m'informe que j'ai le cancer de la prostate. Alors, j'avais fait ça en prévention avant l'élection de 2017, mais j'ai reçu le résultat en 2018 et le médecin m'avait suggéré de prendre un mois de repos puis de voir comme... Bon, j'ai été opéré, j'ai pris le lendemain de congé et je suis revenu travailler au bureau parce qu'il y avait des urgences, qu'il y avait des conséquences graves. Notamment, il y avait eu un mouvement là, pour un push qui mettait en péril plusieurs projets et suspendait des travaux parce que le directeur général de la ville ne savait plus si la ville était pour tourner à droite ou à gauche dans des dossiers.
Ça a duré quelques mois. On a demandé un médiateur. Et puis, finalement, il y a des élus qui s'étaient laissés convaincre de certaines choses, qui sont revenus au bercail, qui nous a donné au Mouvement Lavallois la majorité au conseil municipal. Et puis, on a rétabli le plan initial qu'on avait et essayé de livrer ce qu'on avait promis à nos citoyens. Et ça, c'était le focus que je disais à tout le monde. On a promis des choses aux citoyens, on a pris des engagements, il faut le livrer. Puis s'il y a des choses qu'on ne peut pas livrer, il faut falloir expliquer pourquoi c'est pas livré. On a pu poursuivre les réalisations, puis les dossiers sont souvent complexes. Si je prends l'exemple de la Place Belle, qui avait été décidé avant, signé avant, des appels d'offres avant, un contrat pris avec le contracteur, mais il y avait des lacunes. Fait qu'on a tout redessiné, on a trouvé un moyen d'augmenter les espaces de stationnement. Et pour réduire les coûts dans le budget, on a fait une mise en commun des stationnements de l'Hôtel de Ville avec la Place Belle. On a réussi à avoir l'équipe de Rocket de Laval qui place Ville de Laval à la télévision régulièrement sur toutes les chaînes. Et maintenant, on parle de Ville de Laval. On peut dire que Ville de Laval est partie d'une ville où il y avait des chalets, puis après ça, une ville dortoir, à maintenant une ville en soi, avec beaucoup d'activités culturelles et je pense un développement très dynamique. Pour nos employés, ça, c'est un gros dossier. En faisant la tournée des lieux de travail, on faisait travailler des employés dans des conditions très difficiles. Il y a des bureaux qui ressemblaient à des entrepôts tellement qu'il y avait des boîtes. Les pompiers, il y avait des casernes où le toit coulait, puis les pompiers changeaient les radiateurs d'eau régulièrement. Casernes où ce était trop petit pour entrer un camion de pompiers à l'ouest. Alors, on a construit 3 casernes de pompiers. On a acheté des édifices pour relocaliser nos employés et donner un environnement de travail qui va au moins envoyer un signal à l'employé que tout n'est pas parfait, tout n'est pas correct, il y a encore place à amélioration, mais il y a une volonté d'améliorer. On a construit l'édifice dans lequel nous sommes ici aujourd'hui. Pourquoi? Parce que pour nous, la rivière des Mille-Îles, c'est un joyau. Ça peut être un centre d'attraction et il faut venir ici l'été, quand on voit la base de plein air, les enfants, c'est féerique. Alors, il y a eu plusieurs investissements comme ça, ciblés dans un objectif de nous rendre encore plus efficaces et de mieux servir les citoyens de Laval. Il y a eu des innovations faites au niveau du transport en commun. Et à l'heure actuelle, au moment où on se parle, la Société de transport, la STL, a bénéficié des plus grosses augmentations de budget que tous les autres services durant que j'étais à l'Hôtel de Ville, mais est reconnue à travers le Canada comme la commission de transport la plus innovante au Canada. La liste de surprises que nous avons eues et d'imprévus, il y a eu COVID-19. Et il y avait énormément d'inconnus, autant sur le plan scientifique, médical et des conséquences. Alors, on a travaillé sur une base quotidienne avec le CI3S à tous les jours. Quand le COVID est arrivé, j'ai immédiatement donné à la direction générale la responsabilité de voir les performances en télétravail et de dire les endroits où notre performance est égale ou supérieure, on devrait le contempler en tout temps. Il vous appartient de l'évaluer et d'avoir des instruments de mesure pour ça. Et heureusement, on avait, quelques années auparavant, voulu établir un conseil municipal sans papier. Et ça a été un projet d'environ 2 ans de travail. Et là, on avait réussi à informatiser une partie de ça.
Mais notre équipe, au niveau de l'informatique, s'est revirée de bord assez rapidement pour fournir des ordinateurs à l'ensemble des employés qui en ont besoin, des moyens de communication, de façon à ce que nos équipes soient toujours fonctionnelles en télétravail pour la plupart. Et c'était l'occasion de chercher quel est l'équilibre pour être le plus performant, bien servir la population au niveau du télétravail des différents services. C'est peut-être les souvenirs de l'introduction de la semaine de travail de 4 jours que j'avais négocié et implanté au service de police de Laval, ainsi que dans plusieurs services de police, où on pouvait démontrer que c'était gagnant pour l'employeur et gagnant pour l'employé. Dans la liste des surprises, la vie nous réserve des tournants imprévus. Au début du COVID, mon épouse ressent au mois de décembre des douleurs aiguës. Alors, je l'ai rentré 4 fois si c'était de la santé. Il ne trouvait pas c'était quoi. Et finalement, un médecin spécialiste a dit « Vous ne sortez pas d'ici tant que je n'ai pas trouvé. » Ils ont trouvé une masse présente. C'est un cancer des ovaires. Et là, je devais prendre une décision si je me représentais et les médecins nous disaient, écoutez, on ne peut pas vous donner d'orientation sur ce que ça va prendre avant des mois et des mois. Alors, les sondages mettaient un taux de satisfaction de tout près de 80 % pour notre équipe et à mon endroit pour une réélection. Mais j'ai décidé que après 50 années sur le marché du travail, il était peut-être temps que je prenne soin de mon épouse et de ma famille et d'être plus présent. Fait que j'ai pas sollicité un 3e mandat. Toutefois, je sentais que j'avais la responsabilité de créer une relève et d'assurer une relève qui sera le choix de la population, mais pas avoir l'impression de laisser un trou vide. Et je pense qu'on assure une bonne relève et j'ai très confiance aux gens qui sont en place et à leurs valeurs. Lorsqu'on regarde ce qu'il y a eu de fait dans les 8 ans que j'étais présent au bureau du maire à l'Hôtel de Ville, on a redonné la voix aux citoyens de se faire entendre, de pouvoir participer à toutes les décisions d'orientation. Et ça, évidemment, c'était pour moi quelque chose de majeur. On a ramené une certaine fierté chez les employés de travailler pour Ville de Laval. À preuve, on a gagné un prix non sollicité comme étant un des meilleurs employeurs au Canada parmi les villes. Ces 2 éléments-là seront à la base de toutes les réalisations qui vont suivre. Quand on a adopté notre vision stratégique urbaine de nature, c'est l'orientation que devraient prendre toutes nos décisions administratives ou de développement pour l'avenir. C'était la volonté de la population et notre volonté aussi. Alors pour moi, ça, c'est fondamental. J'ai eu une autre surprise après mon élection. Nous avons gagné le prix de l'Ordre des urbanistes du Québec pour l'accomplissement de 2 ans, de 2019 à 2021, au niveau de l'urbanisme, qui est le fruit du travail de 6 ans de notre équipe d'urbanistes. Le prix m'a été adressé, mais c'est pas moi qui ai fait le travail, c'est notre équipe d'urbanistes. Sur le plan économique, on a ramené une probité, on a ramené une saine gestion, qui fait que les économistes de Desjardins nous citent en exemple comme ayant une des économies les plus solides au niveau de la ville de Laval, malgré la pandémie, malgré l'inflation. Alors, au niveau canadien, l'économie lavalloise est bien. On a réussi à mettre en mouvement le monde des affaires, les organismes communautaires, nos employés, vers un objectif commun. Et ça, pour moi, c'est important.
On a réduit le déficit du fonds de pension des employés, qui était à 264 millions quand j'ai été élu, on l'a baissé d'au-delà de 100 millions. Alors, on a une administration saine, et parmi les 10 grandes villes au Québec, nous sommes une avec le plus bas taux de taxation. Je pense que la démonstration a été faite sans la majorité du conseil municipal. Je ne pouvais pas faire grand-chose. Sans l'appui de la direction générale, je ne pouvais pas faire grand-chose. Et sans l'appui de l'ensemble, la majorité de nos employés, Laval n'aurait pas avancé. Mais ça l'a avancé à une vitesse surprenante parce que tout le monde voulait du changement. Et je pense qu'on a mis fin au désordre.